Bien, bonjour à tous, bonjour monsieur le préfet, mesdames et messieurs, monsieur le vice-président du conseil départemental. C'est avec plaisir que je prends la parole devant vous et je vous remercie d'avoir invité un retraité, un jeune retraité, puisque c'est de cet été, mais enfin bon, Covid oblige, j'aurais dû arrêter ça au mois de mars. Toujours est-il que le problème du paysage est un sujet qui me passionne et qui m'a toujours passionné. J'aurais pu en parler, comme l'a fait fort bien, peut-être sans doute beaucoup moins bien que lui, Renaud, tout à l'heure, par rapport au Mont du Lyonnais, mais en ce qui me concerne, c'est plus le Beaujolais qui m'a vu naître, et j'ai vu ce territoire évoluer. J'avais le privilège d'habiter sur une maison qui domine la vallée de la Saône, et donc j'ai vu cette vallée évoluer avec l'arrivée de l'autoroute. J'ai quand même quelques années, donc j'ai pu voir arriver l'autoroute A6. J'ai vu arriver les zones d'activité, le développement de l'urbanisation, etc. Et puis j'ai vu arriver aussi toutes ces maisons et ces constructeurs qui ont posé des maisons un petit peu n'importe où. J'avais pour coutume de dire qu'on pose une maison comme on pose une voiture sur son parking. Et c'était dramatique dans nos coteaux. Donc dès que j'ai été élu, j'ai essayé d'insuffler une conscience locale dans ce problème des paysages. Et ce paysage, eh bien, on le traite à différentes échelles. On le traite bien sûr à l'échelle de la commune. J'ai été maire pendant 28 ans, donc je sais de quoi je parle. Et donc cette échelle est essentielle pour le contact avec l'habitant et la sensibilisation. Parce que sensibiliser les élus, sensibiliser les différents acteurs, c'est important, mais il faut aussi que nos concitoyens aient cette conscience du paysage et qu'ils sont tous acteurs de leur paysage à tous les états. Alors bien sûr, il y a les POS, il y a les PLU qui sont arrivés, mais il y a d'autres outils que nous n'oublions pas pour le paysage. Je pense en particulier aux ZPPAUP, qui avaient au moins cet avantage d'avoir un P de paysage. On l'a un peu oublié avec les SPR, mais c'est des outils qui étaient intéressants parce qu'il y avait peut-être un aspect réglementaire, mais il y avait surtout un aspect, disons, de charte, de qualité et de sensibilisation de nos habitants sur cette qualité paysagère. Et puis, dans le Beaujolais, nous avons travaillé, bien sûr, à l'échelle intercommunale, j'ai été président de communauté de communes, et à l'échelle surtout du syndicat mixte du Beaujolais, à l'échelle du territoire du Beaujolais, sur les 4 intercommunalités que compte aujourd'hui le Beaujolais. Et dans ce syndicat mixte, nous avons élaboré donc un SCOT. Ce SCOT, on l'a démarré en 2004, et puis dans le cheminement du SCOT, très vite, nous nous sommes aperçus que le problème du paysage était essentiel. Et nous l'avons mis en avant, et donc ça a été une charte paysagère qui a abouti d'ailleurs avant l'arrêt du SCOT. Le SCOT a été arrêté en 2009, enfin a été validé en 2009, alors que la charte paysagère a été achevée en 2008, avec beaucoup d'acteurs qui s'y sont intéressés, et qui ont partagé ces réflexions à l'échelle du territoire beaujolais. Donc, une première démarche collective. Mais dans le même temps, nos amis viticulteurs, qui sont importants dans le Beaujolais, mais ils ne sont pas seuls, n'oublions pas, parce que le Beaujolais, vous pensez vigne, vignoble, etc. Sachez qu'à l'échelle du territoire, ce n'est que 17% du territoire. Tout le reste, c'est d'autres choses. C'est 33% de forêt, par exemple. Donc le paysage, c'est vraiment très complexe et ce n'est pas des a priori. Donc nos amis viticulteurs, eux, au travers de l'Union viticole, avaient mis en place, eux aussi, une étude de valorisation des paysages viticoles. Donc ça aussi, ça a été un sujet qui a été important dans la réflexion et qui a permis d'avancer. Nous avons également eu des démarches qui sont venues par la suite, et qui ont un impact sur le paysage, ou tout au moins qui prennent en compte ce paysage. C'est des réflexions sur le pays d'arrêt d'histoire, puisque deux intercommunalités se sont engagées dans cette labellisation, qui est aboutie d'ailleurs en 2019. Et puis, la grande réflexion, ça a été le lancement de la démarche Géoparc. Géoparc, on l'a initié en 2012, et cette démarche Géoparc, elle s'appuie bien sûr sur la géologie du territoire, son sous-sol, ce sur quoi on met les pieds tous les jours. Et c'est ce sous-sol qui est à l'origine de nos paysages. Bien sûr que les failles, les vallons, etc., toute la géologie, les types de roches, sont autant d'éléments qui marquent ce territoire.
Il le marque par l'extraction qui a permis de construire des bâtiments, et qui nous ont permis d'avoir les pierres dorées au sud, d'avoir des granites au nord, d'avoir des pierres rouges dans l'ouest. Mais nous avons aussi toute la flore qui est issue de ce sous-sol, enfin de tout ce que ce sous-sol donne à une richesse agronomique, et qui fait que vous avez des vignes d'un côté, des arbres de l'autre, des cultures ailleurs, etc. Et tout ça aussi, ça façonne les paysages. D'où l'intérêt pour le géoparc d'avoir donc ces réflexions paysagères. En ce qui concerne donc le carnet de territoire, eh bien, il est arrivé, nous on l'a vu arriver comme quelque chose qui est arrivé de nulle part, parce qu'on n'était pas au courant, pas associé, etc. Et en 2016, on a vu arriver ce carnet de territoire, on a dit, bah, tiens, c'est un bel outil, on aurait peut-être aimé être associé, mais on n'a pas été associé, mais on en a profité quand même. Excusez-moi, je vais peut-être vous écarter un peu le masque, parce que pour parler, c'est un peu gênant. Bien, donc ce carnet de territoire, on l'a vu arriver, et donc on a dit, bah, finalement c'est un très bon outil. Alors on n'a pas été surpris, parce que le CRE travaille depuis très très longtemps sur notre territoire, et on a beaucoup d'échanges ensemble, beaucoup de collaboration, mais cet outil venait un petit peu concrétiser tout ce que l'on avait fait auparavant. Et surtout, ça a été un outil qui nous a apporté d'autres choses. D'autres choses, notamment une vision cartographique globale, qui nous a permis de travailler sur d'autres dossiers, ceux que j'ai évoqués, bien sûr, le Pays d'Art et d'Histoire, le Géoparc. Nous avons beaucoup utilisé, par exemple, les blocs diagrammes pour notre dossier de labellisation vis-à-vis de l'UNESCO. Et ça nous a permis également de répondre à un appel à projet sur les plans paysages au niveau du ministère de l'Environnement, projet sur lequel nous avons été d'ailleurs labellisés et qui nous a permis d'obtenir des aides pour pouvoir faire des travaux complémentaires, notamment dans le cadre de la préparation et de la révision de notre scope. Donc tout cela, eh bien, c'est l'aboutissement de beaucoup de réflexions partagées à l'échelle du territoire, et qui nous permet donc de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, mais surtout de sensibiliser tout le monde et d'associer un maximum d'acteurs sur le territoire. Parce que le paysage, ce n'est pas que les élus, c'est vraiment tous les acteurs du territoire. Et c'est pour cela que eh bien, les différentes démarches, à un moment donné, doivent être cohérentes et faire une démarche en commun qui nous permette d'aboutir à un paysage de qualité. En tous les cas, c'est l'esprit dans lequel nous avons toujours travaillé, et c'est celui sur lequel, eh bien, j'espère que mes successeurs continueront de travailler. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pacou. Monsieur Girard, peut-être des compléments, peut-être. Monsieur Pacou, vous nous avez déjà beaucoup dressé, en fait, la démarche, en fait, de carnet de territoire et son contexte. Et donc, voilà, Monsieur Girard, vous voulez peut-être revenir sur la valorisation géoparc et puis la dimension de formation, d'outils d'aide à la formation. Pour reprendre du coup en effet en premier lieu sur cette carte qui nous a vraiment beaucoup servi, il n'y avait pas une vision partagée déjà du territoire, et le fait juste de travailler sur un même support, donc on l'a repris comme l'a dit Monsieur Pacou, on a découvert ce document quand il était imprimé, et du coup on s'est bien servi de cette carte après pour vraiment partager, pour dialoguer avec l'ensemble des acteurs, et c'est maintenant une représentation qu'on a intégrée dans notre SCOT et qu'on demande d'utiliser par l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement parler sur le même support. Déjà partager un support, c'est déjà important, et ce carnet de territoire permet de partager le même support. Donc ensuite, comme l'a dit Monsieur Pacou, ces supports, justement, ces blocs diagrammes, ils ont été utilisés, ils ont été portés même donc dans la demande de label UNESCO, qui a ensuite été validée, donc ils sont réutilisés
régulièrement. Donc il y a eu des petits ajouts que, comme vous pouvez le voir dans le carnet de territoire, on a ajouté le sous-sol qui n'était pas présent. Et je crois que dans la deuxième version, maintenant, il y a une version avec le sous-sol. Ensuite, la valorisation via le géoparc, c'était une exposition itinérante. En fait, tout est tombé à peu près en même temps. La sortie du carnet de territoire en 2016. Et on a eu, nous, des experts UNESCO qui sont venus sur notre territoire. Et on a pu, du coup, mettre cette exposition donc, du carnet de territoire dans plusieurs lieux, ce qui a permis, lors de la visite des experts, de montrer qu'il y avait vraiment des réflexions globales sur le paysage. Et ça a permis d'apporter de l'eau au moulin. Ensuite, il y a eu la valorisation du carnet de territoire, elle est maintenant continue grâce au géoparc, avec la formation de guides de géoparc. Donc c'est des lectures de paysages. Et ces guides, ensuite, ils vont aller parcourir le territoire et disséminer cette parole du carnet de territoire aux touristes, mais également aux scolaires en général. Et plus particulièrement aussi donc, aux scolaires, on a fait une formation avec le carnet de territoire et donc des élus et le CAUE pour former les enseignants des collèges et des lycées pour qu'ils aient une parole voilà, construite sur la façon d'aborder le paysage. Et il y a tout un programme de travail, donc via le plan académique de formation qui a permis sur plusieurs années de former des enseignants sur ces questions de paysage. Ce document, ce livre a vraiment été un support qui peut être utilisé au quotidien par l'ensemble des acteurs, qu'on a essayé d'être le plus divers. Donc c'est vraiment une plus-value. Je veux aussi descendre de masse, c'est vrai que c'est... Ensuite, au niveau de l'urbanisme, on a donc valorisé ce support, donc surtout le fond de carte, pour intégrer donc, dans tous nos documents du SCOT. Donc on a pu tracer les corridors écologiques, voilà, mais avec cette représentation qui est assez bien faite, ça permet de bien comprendre. En effet, souvent on arrive sur la carte hygiène où il y a des vides, il y a des blancs, on n'est pas sur un ensemble construit. Là, on a voilà, des couleurs sur tout le territoire, donc on a vraiment tous les territoires qui sont représentés. C'est ça qui était intéressant pour nous, et ce qui a permis de travailler ces continuums écologiques. Ensuite, on a exploré ce document, on se l'est approprié. Donc, comme le disait tout à l'heure Samuel, c'est pas un document qui est figé. Nous, on n'avait pas exactement les mêmes préoccupations que le carnet de territoire, en intégrant l'histoire et en intégrant d'autres préoccupations. On avait par contre des préoccupations en matière d'urbanisme qui étaient similaires, donc on a retravaillé ces identités et on les a divisées donc en quatre dominantes, là où on avait des problématiques qui nous semblaient nous identiques. Et là, il y avait une dominante forestière avec une problématique de fermeture des paysages, une problématique des coteaux agricoles ouverts, où on a surtout donc des fonds de vallons qui sont tous assez encaissés, où on a une urbanisation qui est en continu quasiment, avec du coup une montée de l'urbanisme sur les coteaux qui était un risque pour nous. Ensuite, les secteurs des coteaux viticoles ouverts, qui sont patrimoniaux, où là on a une multitude de coteaux où on a toujours vu sur un autre coteau. On a un urbanisme qui est très diffus du fait historique, et du coup, chaque implantation de nouvelles constructions engendre un impact très fort sur le paysage, donc voilà, réglementé comme ça. Ensuite, on a des grandes plaines agricoles, où là, on a toutes les infrastructures, toutes les grosses villes, des gros projets urbains, une grosse pression du fait du plat aussi, donc avec des enjeux de coupure verte d'urbanisation qui sont importants. Donc on s'est voilà, réapproprié le document, à la vue des enjeux qui avaient été développés dans le carnet de territoire, on se les a appropriés et derrière on a mis des règles adaptées. Autre point, le carnet de territoire nous a aussi donné tout un diagnostic qui était une bonne matière et qui nous a permis de pousser nos réflexions et qui nous ont amené à aller vers un plan de paysage. Donc on a choisi le coteau viticole patrimonial, puisqu'il y avait un véritable enjeu qui cumulait au paysage, on l'a évoqué, voilà, il y a 53% des viticulteurs qui vont partir à la retraite dans moins de 10 ans,
Donc on a ici voulu prendre la balle au bond et dire on va essayer d'anticiper les changements de paysage. On sait qu'on va avoir de l'enfrichement, il y a des questions de transmission, il faut redonner envie aussi aux viticulteurs suite à la crise viticole beaujolaise qui a eu lieu à cause du Beaujolais nouveau notamment. C'est redonner une nouvelle image pour une nouvelle génération de viticulteurs d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc redonner envie, ça a été via donc, le paysage. Donc, ce plan de paysage il est en cours. On a fait un diagnostic, peut vous révéler certains éléments. Ça c'est le carnet de territoire, donc maîtrise la fermeture des paysages et des pentes en hauteur. Le diagnostic, il est évident, hein. On sait que c'est sur les pentes où il y a le plus d'enfrichement, du moins sur certains secteurs. Et le plan de paysage, c'est approprier donc cette réalité pour aller affiner, voir comment ça s'enfriche, à quoi ça pourrait ressembler demain, et essayer de construire comme ça un discours. L'enjeu de l'enfrichement, puisqu'on sait malheureusement qu'on va aller vers un enfrichement malgré tout, même s'il y a la reprise, c'était d'essayer de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut valoriser cet enfrichement en disant qu'il peut y avoir une valorisation environnementale, une plus-value environnementale de cet enfrichement, avec notamment par exemple des nouveaux continuums, des corridors écologiques, avec ou en pas japonais ou en continuité sur les coteaux. On a pensé également, ce sera à réfléchir sur des compensations environnementales, sur des gros projets où on sait qu'on ne pourra pas compenser localement. Ça, c'est en cours de réflexion. Voilà, l'enfrichement, ça nous a permis d'aller encore un peu plus loin. Donc on a fait, dans le cadre du diagnostic, des visites de sites, puisque c'est vraiment ça qui est toujours essentiel pour bien comprendre l'imbrication. Donc là, M. Paco en parlait tout à l'heure. C'est sur un pommier, où on a donc toute la pression urbaine de la vallée, et avec des secteurs ici de friches spéculatives, où il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour justement diminuer cette friche spéculative. Donc il y a eu d'autres outils qui ont été utilisés sur ce secteur, donc c'est les PNAP. Donc voilà, c'est la vision in situ, et ensuite un autre point de vue, c'est une théorisation. Donc là on a fait travailler des universitaires qui sont allés in situ, qui ont regardé les friches, qui ont regardé comment est-ce qu'elles étaient, qui les ont vraiment étudiées et décortiquées, et qui ont permis d'aller vers l'avancée de la friche, comment est-ce qu'elle est, suivant le secteur, suivant la pente, suivant la proximité avec de l'urbanisation, si elle est en plaine, voilà. Et ça a permis de décortiquer, de mieux comprendre le phénomène, et de pouvoir en tirer plus parti à l'avenir, puisque tout ce qui est bien compris permet d'avancer. J'ai un rôle ingrat, mais il faut aller un peu... D'accord. Ah ouais, mais j'ai presque fini de toute façon. L'enfrichement va du territoire, donc après, ça c'est le diagnostic des enjeux du plan de paysage, donc qui sont divers et variés, ils touchent à toutes les thématiques, ils sont assez complets. C'est en cours, ce sera valorisé par la suite. Et juste le point pour rappel quand même, c'est donc on a voulu anticiper sur les changements des pratiques culturelles, donc au vu des changements de génération, et on s'est dit qu'il fallait aussi réfléchir au dérèglement climatique. Donc on va donner aussi des orientations dans ce plan de paysage sur le dérèglement climatique, avec les nouvelles implantations des nouvelles générations de viticulteurs ou d'agriculteurs qui feraient autre chose. Donc je continue. On a également ensuite au carnet de territoire continué à travailler avec le CAUE, et on a réalisé ensemble donc, un guide pour l'habitat. Ce guide il reprend des opérations phares que l'on retrouve donc chez nous dans le Beaujolais, qu'on a valorisé, mis sur un petit guide à destination des élus, mais également des promoteurs, pour essayer que du début de la réflexion jusqu'à la réalisation finale, on tienne la corde de la qualité, et essayer de comprendre là où il pouvait y avoir eu des failles dans certaines opérations. Aucune n'est parfaite, mais essayer de comprendre tous les points qui sont importants à ne pas louper entre la réflexion initiale de l'urbanisme, du grand territoire, jusqu'à l'opérateur.
voilà, c'est un but à vocation donc, pédagogique à destination du plus grand nombre. Ensuite, je fais la transition avec la suite. Dans le SCOT également, dans la modification qui a été validée en 2019, on a également intégré les réflexions issues du carnet de territoire et on est allé plus loin, notamment sur l'objectif de maîtrise de la qualité des formes urbaines, avec des limites pérennes à l'urbanisation. On a donné beaucoup de nouvelles orientations qui sont plus précises et qui sont issues quand même des réflexions du carnet de territoire. Donc voilà, on s'est alimenté ensemble et ensuite ça nous amène à aller vers l'application plus concrète à un niveau intercommunal qui va être présenté juste maintenant. Alors, pas tout à fait quand même maintenant, puisqu'on va quand même prendre en fait, le temps en fait, d'un petit échange avec vous tous. Si vous avez effectivement un espace de respiration, je dirais, en fait, entre ces deux présentations, et effectivement, on verra ensuite en fait, la charte avec le retour d'expérience. Alors, peut-être des réactions sur cette présentation. Le carnet de territoire, le Beaujolais, l'outil, ce que... oui. C'est embêtant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement. Peut-être sur la question en fait, de co-construction, puisqu'on a bien compris en fait, que c'était quelque chose qui est mérité en fait, d'être partagé, co-construit, en fait, pour revenir un peu sur cette logique en fait, de dynamique. Ah, pardon, mais je tends peut-être la perche, mais bon. Si vous voulez bien vous présenter. Merci. Oui, bonjour, Noël Turpin, élue à Montagny. Je suis architecte également. C'était par rapport justement à la co-construction. Ça tombe bien. Ouais. Vous avez parlé de lecture du paysage. J'ai pas vu dans votre présentation si vous la faisiez avec des spécialistes ou avec les gens, avec les habitants. Et je pense que c'est une bonne idée qu'on aimerait essayer de monter, peut-être plus dans un cadre associatif pour l'instant qu'avec la municipalité, mais de faire des lectures de parties paysage du village pour qu'on ait une vision commune de comment ça s'est constitué, justement comment le paysage peut évoluer avec les pratiques et avec la densification, comment on maîtrise tout ça et quelles sont les envies qui viennent à chacun de l'évolution du paysage, comment chacun a envie de vivre ce paysage, enfin voilà, la question de s'approprier le paysage par les sens. Voilà. Alors je ne sais pas si le CAE ou d'autres organismes accompagnent ce type de projet. Bon. On va peut-être laisser répondre un C'est que dans le Beaujolais, du fait du label UNESCO Géoparc, il y a une obligation de former le territoire, d'apporter de la connaissance. Donc il y a un travail avec des équipes scientifiques sur la recherche de connaissances en géologie, en sous-sol, et il y a un objectif également imposé de pérenniser la qualité des paysages. Donc c'est via cette approche-là qu'il y a une personne chez nous qui travaille pour faire de la formation et de la lecture de paysages auprès des écoles et auprès des guides pour diffuser cette parole. Et donc il y a une habitude de travail qui a facilité justement cette formation qui a commencé auprès des plus jeunes, auprès des écoles primaires, également auprès des collèges, et qui permet à tous les enfants du territoire du Beaujolais de mieux connaître et comprendre le paysage dans lequel ils vivent et toutes les imbrications, toute cette complexité, et qui, on l'espère, va permettre de se diffuser à la génération plus ancienne pour assurer une meilleure connaissance de tous. Parce qu'on sait que c'est plus facile de transférer la connaissance par les plus jeunes. Mais également, voilà, avec ces guides également qui ont été formés, qui permettent aux autres personnes un petit peu plus étrangères au territoire de s'approprier, de mieux connaître rapidement
cette qualité et diversité des paysages du Beaujolais. Voilà. Après, avec le CAUE, il y a en effet des échanges. Samuel pourrait peut-être en parler. Oui. Ça marche, oui. Je vais répondre du côté du CAUE. Effectivement, la lecture de paysage est un outil qu'on manipule régulièrement. Demain, je fais des lectures de paysage pour des scolaires, notamment dans le Beaujolais, à partir des contenus du carnet de territoire. Donc c'est vrai que c'est une très bonne base pour animer des lectures de paysage. Les lectures de paysage, la formation qui a été donnée dans le cadre du Géoparc, elle est un peu particulière. On est rentré sur une lecture de paysage avec cet angle très fort de la géologie et un angle très fort de l'analyse géomorphologique des territoires. Et donc on a donné des clés de lecture à des futurs guides de pays pour pouvoir associer lecture de la géologie et lecture des paysages. Donc c'est un angle un peu particulier, mais sous l'angle sensible, qui est également très importante, qui est une notion qu'on a apportée pour ces guides aussi de pays, ces guides Géoparc. Mais voilà, demain par exemple, c'est une lecture pour des scolaires à partir uniquement de dessins. Et donc à partir du dessin, comment on rentre dans une approche voilà, de la perception du paysage et comment on ressent les choses. Et juste pour compléter, donc côté État, donc à la DDT tout à l'heure, Camille Julien, paysagiste conseil, s'est présenté. Nos paysagistes conseils interviennent 2 jours par mois pour les services de l'État, principalement pour la DDT. On peut aussi vous accompagner, notamment via l'entrée territoriale, sur le démarrage de vos réflexions. Alors bien sûr, on ne pourra pas faire un accompagnement complet, on n'est pas dans la prestation, mais plutôt sur la réflexion préalable et le démarrage de ce type de réflexion. Est-ce que... Voilà, d'autres personnes? Oui, pardon, excusez-moi, oui. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour. Didier Dailly, écologue, ingénieur à la Fédération des chasseurs du Rhône. C'était un témoignage complémentaire, en fait, parce que j'ai aussi suivi, mais sous l'approche naturaliste et écologique, par rapport aux dynamiques naturelles, enfin, des populations animales qui nous intéressent. J'ai suivi la formation de guide de pays et je la traduis aujourd'hui au travers des associations que l'on fédère sur le territoire beaujolais. Et j'ai trouvé l'approche très intéressante, je veux dire, par rapport à la diversité des acteurs qui étaient présents, qui ont suivi les formations guides de pays, qui étaient encadrées à la fois par le CAUE et bien sûr par le syndicat unique du Beaujolais. La démarche Géoparc a permis de créer une vraie dynamique d'appropriation des richesses naturelles du territoire. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui ça continue, il y a une vraie démarche pour essayer de développer dans le milieu associatif, dans les collectivités, des gens qui soient capables de faire le lien entre le paysage, la géologie, les dynamiques naturelles sur les espèces présentes, et puis les problématiques qu'on rencontre. Bertrand Girard l'a évoqué, l'enfrichement est un vrai souci. Les monocultures qui peuvent se développer au niveau forestier également sont des vrais soucis. Et les pratiques forestières posent un certain nombre de problématiques du fait du réchauffement climatique, de l'évolution actuelle que l'on connaît, qui dit, je fais le parallèle avec ce qu'on a entendu sur les Vosges. Les Vosges, on vit la même chose dans certaines vallées du Beaujolais en ce moment, avec des espèces qui sont en train de complètement évoluer de façon très rapide. Voilà, il y a des vraies choses, et je pense que Daniel Pacou a institué une vraie dynamique territoriale avec le syndicat mixte qui fait avancer les choses et qui fédère un peu les acteurs sur ce territoire où on regarde aujourd'hui le paysage d'une façon différente. Et ça me semble très important.